vous arrive-t-il de perdre le temps et de vouloir le rechercher? Tel est le titre d'un recueil de nouvelles aux sonorités un tout petit peu provocatrices. C'est un beau titre, à la recherche des temps perdus, plusieurs temps perdus. C'est le nouveau titre de notre nouvel intervenant de l'émission Un livre, 1000 idées. Émission qui vous replonge dans l'océan des livres, qui vous redonne en même temps, comme nous l'aimons bien le dire, le goût de revenir à la lecture pour vous forger, vous former et vous dépasser aussi bien scientifiquement que littérairement. Lui, c'est M. Anaclé Kamwanya Moyouma. Qui est-il? C'est un assistant au département des lettres et civilisations françaises et latines de l'université de Lubumbashi. Écrivain, romancier, nouvelliste et poète, critique littéraire, il mène sa vie partagée entre Lubumbashi et Kolwezi, dont il retrace et peint à travers sa littérature l'histoire et les mutations sociales comme un témoignage de la deuxième partie du roman La floraison du Lualaba, ou même son premier roman Un voyage formidable avec Moulika. De Kolwezi à Lubumbashi, édité en Belgique aux éditions du Pangolin. Ancien directeur des Cali aux éditions, chercheur affilié au Centre d'études littéraires et des traitements des manuscrits Celtram, l'auteur est aussi contributeur à la revue internationale Lelo par son article C'est qu'au lire qui ouvre la vue. Voilà, vous l'aurez compris, nous avons affaire à un auteur complet, bien accompli, qui plonge de plein pied dans le monde de la littérature, bien outillé, et il va nous partager l'expérience de ses réflexions avec vous par rapport à la recherche du temps perdu. De quoi est-il question? Veut-il nous amener dans le monde proustien, donc de Proust, de Marcel Proust, qui avait en son temps écrit aussi à la recherche du temps perdu? À quoi fait-il allusion dans ce nouveau livre, recueil de nouvelles? De quoi est-ce qu'il parle concrètement? Nous allons l'accueillir. Monsieur Anaclé, bonjour. Bonjour, Monsieur Samuel. Merci de nous faire plaisir de répondre surtout à notre invitation. Moi, j'ai préféré, après ma lecture, qualifier cet ouvrage de recueil de nouvelles. Parce qu'il y a un peu un mélange des genres, un peu de tout. Et vous, vous avez préféré parler du roman. À la recherche des temps perdus. Un titre qui nous rappelle Marcel Proust. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais avouer que c'est un bonheur tout neuf d'être reçu dans cette émission, Un livre, 1000 idées, présenté par un animateur culturel éminent que vous êtes. Et cela nous touche parce que nous sommes convaincus que même notre livre, notre œuvre, a été compris dans ses profondeurs et que la lecture que vous avez faite va nous révéler à nous-mêmes beaucoup de faits, parce que l'auteur n'est pas le maître de son œuvre. L'œuvre est le fruit de l'inspiration, et donc quand l'inspiration vient, l'auteur devient hypnotisé, inconscient, il écrit, et parfois il ne sait même pas ce qu'il écrit, comme Jean sur l'île de Patmos dans la Bible. Eh bien, il s'est retourné, et puis on lui a dit d'écrire. Est-ce qu'il connaissait ce qu'il écrivait? Non, mais il écrivait. Donc c'est ça l'inspiration. Et donc quand on a écrit, après l'écriture, nous aussi, nous commençons à lire et à relire ce que nous avons écrit. Et voilà, à la fin, nous sommes surpris. Et même pour donner le titre, parce que là je vais directement à votre question, beaucoup de gens n'ont pas prêté attention au titre de ce roman. Il y en a qui m'ont dit, mais ça c'est le plagiat, ça c'est Marcel Proust. Mais j'ai dit non, Marcel Proust a écrit à la recherche du temps perdu. Là c'est des temps perdus. Voilà. Mais moi j'ai produit à la recherche des temps perdus. Et tous les lecteurs, presque, ceux qui sont informés sur la littérature française notamment comme vous, me demandent toujours si j'ai fait allusion bien sûr à Marcel Proust. Mais je vais avouer que je connais Marcel Proust, mais je ne l'ai jamais lu.
Et l'une de mes lectrices, Madame Muriel Malou, une journaliste indépendante de Paris, qui a lu cet ouvrage, m'a envoyé depuis Paris une bande dessinée à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Parce que quand je lui avais présenté ce livre, pour elle, j'avais également lu Marcel Proust. Et quand je lui ai dit, non, je ne l'ai jamais lu. Et donc, elle a senti ce besoin de m'offrir cette bande dessinée que je n'ai même pas encore lue parce que je garde ça encore emballé, attendant un jour magnifique où je vais me mettre à le dévorer. Et donc, à la recherche des temps perdus veut dire quoi? C'est qu'ici, nous avons affaire à un titre métaphorique. Voilà, les temps perdus. C'est de manière assez directe, je suis en train de travailler sur un projet artistique dont l'objectif est de retracer le passé de la ville de Kolwezi parce que je suis un natif de là et je demeure hanté par les faits vécus, les souvenirs de mon enfance. Et je vis désormais à Lubumbashi et quand je rentre à Kolwezi, après 7 mois, après une année d'absence, je vois comment la ville se métamorphose, la démographie. Les mortiers sentent toujours l'odeur que vous avez une nostalgie, vous êtes nostalgique de cette nouvelle mutation kolwezienne et vous voulez retracer un récit pour ce qu'était Kolwezi d'il y a 20 ans. Effectivement, parce que je trouve dans mon enfance la meilleure période de la vie. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, le vol, on ne le connaissait pas. La corruption, la violence telle qu'on la voit aujourd'hui, le banditisme, ce sont des choses qu'on ne vivait pas. Ce sont des choses que l'on vit maintenant. Et dans le passé, l'eau était potable, le courant était là. Mais aujourd'hui, avec l'accroissement démographique, par exemple, il y a le chômage, on commence à importer, à manger des aliments génétiquement modifiés, des choses que nous ne vivions pas quand nous étions des jeunes. Et donc, j'ai en moi ce souvenir-là qui me hante et je suis en train maintenant d'évaluer, d'étudier, de comparer à travers la littérature deux époques. Lesquelles époques ne sont que celles d'avant le découpage territorial de la RDC, parce que je considère cette période-là, Kolwezi était une ville et Kolwezi contemporaine qui est devenue la capitale d'une province. Et en tant que capitale d'une province, il y a affluence des gens qui viennent de toutes parts et la ville connaît des métamorphoses. Et donc, quand ces métamorphoses sont dues notamment à l'exploitation minière, et l'exploitation minière fait en sorte, cause ou occasionne la destruction de l'histoire, des sites touristiques. Vous voyez un peu? Et donc, il y a des espaces qui ont un rapport historique à la ville, mais qui doivent être occupés par les nouveaux venus, qui doivent être occupés par les habitants de la ville, parce qu'on est à la recherche de l'espace. Tout le monde veut être au centre, en ville. Et donc, ce livre vient, en fait, rappeler à mes lecteurs, notamment aux Kolweziens, qu'à tel endroit, il y avait ceci, à tel autre endroit, il y avait cela. Et même les faits historiques sont rappelés. Et donc, à la recherche des temps perdus veut dire, en une phrase, à la recherche des époques perdues. Donc, je suis en train d'exhumer le passé de la ville. Alors, il s'agit ici d'un pas dans le passé. Effectivement. Vous plongez un pas dans le passé vécu dans la ville de Kolwezi. Oui. Alors ici, déjà, comme je l'ai dit, c'est un recueil de pratiquement 6 nouvelles parce que chaque intrigue est différente de l'autre. Et Ma Colombe m'a répudié, mais avant d'arriver à Ma Colombe m'a répudié, vous commencez déjà votre livre. Au commencement, c'était alors dans un style biblique, à la limite de la théologie. Vous êtes en train de recourir à la manière dont on a écrit la Bible ou l'origine du monde. Vous parlez de l'origine de Kolwezi. Kolwezi qui vous a fasciné dans votre enfance. Vous pensez vraiment que c'était mieux à votre époque que maintenant? Qu'est-ce qui était mieux? Parce que dans votre ouvrage, vous êtes en train de déplorer le style de présenter le fait de la ville de Kolwezi, de vos prédécesseurs écrivains, et ne parle que
il peigne un tableau sombre de la ville de Kolwezi. L'épuration, c'est pas les années 92, La guerre des 6 jours. la guerre des 6 jours, la guerre des 80 jours, ainsi de suite. Alors tout était sombre. Et vous, contrairement à vos déclarations, on est un tout petit peu estomaqué de vous entendre dire que c'était mieux à votre époque. Qu'est-ce qui était mieux? Ok. Oui, oui. En fait, le livre, l'œuvre, je l'ai écrite en me référant effectivement à la Bible, parce que la toute première littérature que j'ai ingurgitée en tant que personne humaine, eh bien c'est la Bible. Oui, donc c'est la Bible, elle était là quand je suis né, on me l'a enseignée à la maison quand j'étais encore enfant, j'ai participé à l'école de dimanche, et donc le tout premier livre que j'ai lu dans ma vie, c'est la Bible. Et il est tout à fait normal que je sois modelé par la Bible dans tout ce que je peux faire, notamment dans tout ce que je peux écrire. Et en tant que scientifique, je pense, je crois et je confirme que le seul et l'unique ouvrage de référence en toute matière, c'est la Bible. Le livre de chevet. Oui, en fait c'est la Bible, et les vérités que prend la Bible, ce sont des vérités immuables, ce sont incontestables. On doit les croire telles quelles parce que c'est la vérité. Et si on s'y met, on va aboutir à donner raison à Dieu. Et donc, il fallait situer Kolwezi dans les temps. Mais d'où vient Kolwezi? Mais il faut expliquer le passé. Kolwezi, c'est une ville qui a été créée. Et donc, il fallait... Qui a créé Kolwezi? Mais c'est le blanc. Il fallait... Comment est-ce que le blanc est arrivé à Kolwezi? Il fallait parler de la colonisation. Mais au-delà de tout, est-ce que la vie, pour les historiens, la vie commence voilà, avec les hommes? Mais moi, je dis mais non, à travers la littérature, parce qu'on se permet tout à travers la littérature. Pour moi, l'histoire n'a pas commencé avec l'homme, l'histoire a commencé avec Dieu. Parce qu'avant l'homme, Dieu a existé. Voilà pourquoi je dis au commencement. Mais il y a un temps avant le commencement. Au commencement, c'est l'homme, mais avant l'homme, avant le commencement, il y avait Dieu. Et donc, voilà pourquoi je fais référence à cela. Maintenant, il y a un autre problème pour nous, les auteurs africains. Il y a beaucoup de textes, notamment un article rédigé par le professeur Fabien Kabeamou Kamba, un dramaturge congolais, professeur de littérature à l'université. Donc, il a dénoncé l'afro-pessimisme des écrivains africains. Les écrivains africains n'écrivent voilà, que des faits obscurs. Et pourtant, dans la vie, il n'y a pas que ça. Pendant ces instants que je suis avec vous, M. Samuel, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient. Vous voyez, la littérature, c'est un reproche qu'on a fait d'ailleurs à la littérature négro-africaine, de peindre l'Afrique d'un seul côté. Mais la vie doit être peinte dans toutes ses facettes. Et malheureusement, pour beaucoup d'auteurs africains, comme les slameurs, quand vous écoutez, c'est le viol, c'est voilà, c'est la corruption, comme s'il n'y a que ça au Congo. Vous comprenez? Maintenant, moi je suis en train de dénoncer cela, que l'on puisse peindre la vie dans sa totalité et ne pas nous concentrer beaucoup plus aux antivaleurs, parce que quand vous produisez une littérature pessimiste, vous formez un peuple pessimiste et là, vous n'irez jamais au développement. Parce que le développement, c'est un esprit créatif, c'est un esprit inventif, un esprit qui croit. Même quand il n'y a pas de mur, l'esprit croit qu'il peut frayer un chemin. Donc il faut que notre littérature puisse être optimiste et non pas pessimiste. Je le disais tantôt, votre recueil des nouvelles avait pratiquement 6 titres. Ma colombe m'a répudié, l'aube d'une histoire et d'une civilisation, la légende d'une généalogie, un photographe marseillais à Kolwezi, une opportunité à ne pas rater, un danger dans l'art, un passeport visé pour la France. Revenons au premier titre, Ma colombe m'a répudié, qui semble même expliquer, j'allais dire, les titres en profondeur. Parce que vous mettez en scène un jeune homme qui se voit refusé par sa dulcinée. Et du coup, il a essayé de renégocier, de renouer sa relation. Ça ne tenait toujours pas. Celle-ci
le renvoyer à une date des calendes grecques. Et au finish, il doit se réfugier en France, ainsi de suite. Et donc, c'est là les temps qu'il a perdu après s'être méconduit vis-à-vis de sa bien-aimée, parce qu'apparemment, il cumulait cette relation avec d'autres familles. Voilà pourquoi vous dites qu'il a perdu son temps, ce jeune homme qui aimait sa Dulcinée. Je peux dire que c'est le résumé même du titre, à la recherche des temps perdus, contrairement à ce qu'affirment certains lecteurs de votre ouvrage. En fait, je vais dire que la lecture est plurielle et je ne suis pas le maître de l'ouvrage en fait. Et chacun, notamment vous les critiques, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et donc les temps perdus, c'est beaucoup de choses à la fois, beaucoup de choses qu'on a perdues. L'homme a perdu sa Dulcinée, mais il faut la reconquérir. Donc il doit aller à une recherche en fait. Oui. Et le roman... des années bonheur passées avec cette dernière, oui. Et, évidemment, et le texte que vous avez lu n'est pas le texte dans sa totalité, ce n'est qu'une partie, que nous avons publiée. Et effectivement, il va ressentir ce besoin de renouer, parce que c'était la première fois qu'il a aimé. Et comme il a aimé, son cœur, même si c'était séparé, ils étaient divorcés, mais son cœur était resté avec la dame. La dame aussi, c'était son premier amour. Et donc, son cœur était parti avec son homme, son ex. Et donc, ils vont commencer à se rechercher. Donc, le premier amour est toujours inoubliable. Inoubliable. Et la seconde partie qui va apparaître dans les jours à venir, et donc ce sera maintenant ce retrouvaille-là. Ces deux personnages vont se revoir après autant d'années. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient pas accepter, ne pouvaient pas contracter un mariage. Et quand ils se sont revus, ils vont s'épouser et ils vont vivre des bonheurs. L'aube d'une civilisation et d'une histoire. Dans cette partie de votre recueil de nouvelles, vous êtes en train de dire ainsi commença l'histoire du Katanga. Au commencement était Dieu, vous venez de l'expliquer. Dieu possédait tous les pouvoirs, il était le pouvoir même. Dans sa main, il détenait la matière. Avec cette matière, il créa l'univers dans lequel baignent des planètes. C'est votre manière de décrire le monde à vous. Le monde en vous référant à la Bible, à la grande littérature, à la stèle historique de toutes les littératures du monde. Alors ici, je reviens à votre question, l'aube d'une histoire, d'une civilisation. Vous étiez en train de réprimer, de remettre en question les écrivains pessimistes, congolais pessimistes. Mais je dois préciser que la RDC n'est pas seulement caractérisée par la richesse, mais elle est aussi caractérisée par la misère de sa population. Voilà pourquoi, au nom de cette misère, au nom des coups vécus qu'on décrit, on déplore l'écrivain qui essaie de dire tout haut ce que la masse dit tout bas. Voilà. Alors, l'aube d'une civilisation et d'une histoire. De quoi est-ce qu'il est question explicité? On est écrivain. Il y a une expression que j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est un proverbe. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, il en est de même des artistes. Un artiste pauvre, qui est né dans la pauvreté, qui a grandi dans la pauvreté, et donc, quelle littérature peut-il produire? C'est une littérature de la pauvreté. De la pauvreté. Vous voyez. Il retrace son passé sombre. Oui, parce que la littérature, c'est par une pauvreté, mais indescriptible, on peut me dire inacceptable. Oui. Et donc, c'est comme ça. Quand je le disais à mes étudiants, la littérature, c'est comme un rêve. Et donc, on ne peut rêver que de ce qu'on vit. Si vous vivez... Puis dans la proximité ou dans son entourage, et ainsi de suite. L'inspiration ne vient que du fruit de son vécu quotidien. Évidemment. Et donc, quand les écrivains, ceux qui écrivent, sont des marginalisés, ce sont des clochards, ce sont des pauvres, voilà. Leur littérature n'est peut-être qu'une littérature de combat, de chercher comment s'intégrer dans la société. Mais la vie n'a pas que des marginalisés. La vie a aussi
des gens qui sont dans la page. Je crois que vous comprenez mon expression. Et donc, ces gens qui sont dans la page, quand ils vont lire cette littérature des marginalisés, est-ce qu'ils vont se retrouver? Mais non. Mais non, il y a des gens dans la vie, même dans cette ville de Lubumbashi, qui n'ont jamais passé un jour à jeun. Ils ont les moyens, ils s'habillent bien, ils sont dans l'opulence, ils sont heureux. Mais quand vous leur parlez des personnages, il y a des gens qui ne connaissent pas. Affamé veut dire quoi? La faim, c'est quoi? Et donc, la littérature doit être, en fait, réaliste, aborder tous les aspects de la vie. Et on ne doit pas disqualifier, oublier un certain type de lectorat. Donc, on doit parler de tout et chacun doit choisir ce qu'il va aimer lire. Et donc, l'aube d'une histoire et d'une civilisation concerne quoi? Et donc, me référant toujours à la Bible, et donc, j'ai voulu, puisqu'il faut rechercher les temps perdus, les historiens qui veulent étudier l'histoire de la ville, l'histoire commence quand il y a l'homme. Ça, c'est la phrase magique des historiens. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'histoire. Et donc, si je dois commencer aussi l'histoire par là, mais mes lecteurs, en fait, je vise trop les enfants. C'est la jeunesse qui est mon lectorat personnel. J'aime que les enfants me lisent. Et donc, ces enfants doivent savoir que la vie n'a pas commencé avec... L'histoire n'a pas commencé avec l'homme. L'histoire a commencé avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps. C'est lui qui a créé d'abord l'univers. Il a créé les planètes. Il a fait... Et puis il a créé l'homme. Vous voyez? Mais puisque l'homme est limité, sa vie, la connaissance du passé commence avec l'existence de l'homme. Et donc là, c'était pour rappeler à mes lecteurs et aux historiens qu'avant l'homme, l'histoire a existé. Ok. Alors, un passeport visé pour la France. Ça, c'est notre titre contenu dans votre recueil des nouvelles. Donc, c'est une de vos nouvelles. Alors, il s'agit de quoi? Oui, en fait, un passeport visé pour la France, c'est un chapitre donc, de ce roman. Bon, vous pouvez appeler ça nouvelle. Les lectures, comme je l'ai dit, sont plurielles. Et donc, vous n'êtes pas le seul. Il y a de regards croisés. Voilà. Et ça nous plaît, ça nous permet de voir autrement le travail que nous avons réalisé. Et donc, dans ce chapitre, nous sommes en train de parler du rêve africain au sujet de l'Europe. Comment est-ce que les jeunes Africains, pas même les jeunes, comment les Africains conçoivent, s'imaginent l'Europe? C'est le paradis sur la terre. Et le personnage principal, il était aussi hanté par cette imagination-là, cet imaginaire collectif qui représente l'Europe comme le jardin d'Éden, où tout est beau. Dès que vous foulez les sols de l'Europe, vous êtes bénis. Vous êtes arrivé chez Dieu le Père, voilà. Où tout est rose et merveilleux. Maintenant, la littérature, un écrivain, comme l'a dit Victor Hugo d'ailleurs, c'est une sentinelle dans sa ville, dans son pays. Et donc, moi, je devrais, avec ma connaissance, informer mes lecteurs que la vie en Europe n'est pas telle qu'ils la conçoivent, telle qu'ils se l'imaginent. La vie en Europe est pire qu'elle ne l'est ici. Bien sûr, sur certains plans, sur certains plans, les Européens sont heureux, mais sur d'autres plans, nous aussi, ici, nous sommes heureux. Donc, il fallait informer nos lecteurs pour que, s'ils veulent aller en Europe, qu'ils sachent ce qui les attend de l'autre côté. Et donc, l'objectif qui est là, c'est de pousser nos lecteurs au patriotisme. Nous devons aimer notre pays. Nous devons, si l'Europe est vraiment un continent où il fait beau vivre, mais nous pouvons aussi faire de notre pays un jardin d'Éden où il fait beau vivre. Et donc, c'est ça l'objectif majeur qui nous a poussé à intégrer ce chapitre ou cette nouvelle pour rejoindre votre langage dans ces recueils. C'était là votre briefing ou un avant-goût de votre ouvrage. Le lecteur qui sera intéressé ou qui aura besoin de ces documents, il n'a qu'à le chercher. Il est bien disponible dans ce que j'appelle moi océan des livres au cœur de la ville de Lubumbashi. Alors, un dernier mot de la fin, parce que vous avez parlé à la recherche des temps perdus. À quel type de lectorat ou à quel type de lecteur est destiné votre fruit de réflexion que vous qualifiez vous-même de roman et que moi j'aime bien appeler recueil de nouvelles.
En fait, en guise de conclusion de l'émission, je voudrais vous remercier personnellement, M. Samuel, pour l'invitation de venir présenter ce livre dans cette émission qui est beaucoup plus suivie dans le monde. Et je voudrais inviter des lecteurs, tous ceux qui aiment la littérature, de lire cet ouvrage, cette œuvre, qui non seulement parle de Kolwezi, mais parle de l'Afrique de manière générale. Et ce livre véhicule beaucoup de valeurs, des bonnes valeurs pour la vie. Il y a des valeurs patriotiques là-dedans, il y a des valeurs chrétiennes là-dedans. Bien sûr, je n'ai pas écrit que pour les chrétiens, j'ai écrit pour l'humanité, mais ma croyance, ma foi, c'est que les vérités sur la vie se trouvent dans la Bible. Et donc le livre, l'œuvre, épouse la poétique, donc l'écriture de la Bible. Voilà. Et donc, ce n'est qu'une partie, donc la seconde partie viendra dans les jours qui viennent. À la recherche des temps perdus, tel est le titre de notre auteur, un fin lecteur, un littérateur bien accompli, jeune assistant à l'université de Lubumbashi à la faculté de lettres. Lui, c'était M. Anaclet Kamwanya Mwayuma qui nous partageait ses réflexions sur ces recueils de nouvelles qu'il a sortis, très riche en idées, en instructions, un livre formatif, un livre formidable. Je vous invite à vous le procurer et à les dévorer à belle dents. Vous ne serez pas déçus. Il retrace l'histoire de Kolwezi, mieux de la RDC. Et en même temps, il reproche aux écrivains afro-pessimistes. Parce que quand il s'agit de présenter l'Afrique, tout comme la RDC, on ne voit que les côtés noirs, les côtés ombres du pays. On ne fait pas allusion à tout ce qui est beau, à cette nature luxuriante. Mais nous voyons que la misère. Et donc, essayer de découvrir les délices littéraires qu'il nous propose à travers cette œuvre grandiose et, on peut dire, élégantesque. Excusez-moi l'expression. Et donc, mes aimables téléspectateurs de la radio Umoja, le plaisir était grand de vous savoir pas moins nombreux qui étiez en train de nous suivre, de suivre surtout ces magazines, un livre, 1000 idées, qui vous renvoie à la lecture, qui vous renvoie à feuilleter encore et toujours les livres qui chôment, qui sont importants édités pour vous. Donc merci à tous de votre fidélité renouvelée. Merci surtout à Monseigneur Adolphe Solochi pour la supervision de cette émission, à Papa Capend, à M. Gatien et à la révérende sœur Marie-Justine pour la prise d'image, la grande réalisation. Merci à tous les coopérateurs pauliniens qui nous suivent à travers le monde. Je vous dis à plus pour des merveilles littéraires. À la présentation, c'était Samuel Chibwete Isala, votre fidèle présentateur de cette même émission qui est disponible sur YouTube et à suivre aussi à la radio télévision Umoja. À plus. Je te dirai ce que tu deviens.